très en forme. On est très en forme. Comment ça va, Eric? Ça va très bien. Bon. Vous voulez savoir pourquoi ou... Ah bah si, oui, bien sûr, allez-y, je vous en... Arsenal a gagné. Oui. Mes chats vont bien et je suis sur une très bonne série de livres. Je lis des bons livres en ce moment. Ça suffit à mon bonheur. Et Je comprends, vous avez des bonheurs je simples. vais rester très simple. Oui, vous avez raison, Pour la simplicité, je ne crains personne. Non. Chère Yann, j'ai entendu parler de vous tout le week-end, on n'y reviendra pas. C'est-à-dire? Oh bah, on a un peu parlé de Vous me demandez pas si je vais bien? Bah si, mais... Alors que je vais bien à un point, si j'allais un peu mieux, ça serait moins bien. C'est vrai? Tellement je vais bien. D'accord. Bah, ça, c'est les... Ça veut dire que j'ai de la chance, hein. Oui. C'est-à-dire? Bah, je suis amoureux d'une femme très belle, que vous C'est connaissez. vrai que Laura, qu'on embrasse. J'écris parfaitement bien en ce moment. Je prépare mon prochain film. Je nage. Oui. J'ai de la chance d'avoir des amis et 2 chats que j'adore. Donc, le reste, fuck. Voilà. On en a parlé sans en parler. Voilà, tout en parlant, exactement. et tout est dit. Exactement. Tiens, attendez, vous savez quoi? Vous savez que le week-end, je suis à la radio. Oui. Quelqu'un qui a eu un mot... Sur Europe 1. Sur Europe 1. Il y a eu quelqu'un qui a eu un mot très sympathique à l'égard de notre émission. Ah bon? Ouais, Ah bon? Exactement. Qui a dit plein de belles choses sur notre émission. Ça, alors. Écoutez. Je vous répète l'expression de tout mon soutien, parce que vous faisiez en effet, je la regardais, une émission Je la qui fais était... encore, hein, demain, Bien sûr, oui. Pardonnez-moi d'en parler au passé, je suis désolé. Rendez-vous à 18h sur C8. Une émission Avec, Yann Wax et Eric formidable, qui était à la fois populaire et très intelligente, ce qui est rare d'arriver à mélanger les deux. Oui. Et je crois que c'était le talent conjugué d'Éric et Yann, sur un certain nombre de sujets, parfois très intello, parfois liés à l'actu, à la hard news, parfois liés à des sujets un peu plus loufoques, arriver à chaque fois à donner beaucoup d'intelligence, mais en les formulant d'une manière extrêmement simple et extrêmement vivante. Oui. C'est une belle émission, et donc je vous redis tout mon soutien. Il a raison. Il n'était pas le seul. Il n'est pas le seul à le penser, je peux vous le dire. Nathan Devers, c'est appréciable. Hein. Nathan est un très gentil garçon, c'est un ami de longue date. Ouais. C'est un très gentil garçon, extrêmement intelligent et qui a une qualité rare chez les gens comme lui. Il est humble. C'est son humilité. Ah ben je suis d'accord. Et c'est ce que je préfère chez lui, son humilité, son non politiquement correct et son humour. Ouais, exactement. Et on l'embrasse. Très gentil et très doué. C'est un petit mot très sympathique que je voulais partager avec vous. Merci. Vous n'étiez pas avec moi hier soir, donc voilà, merci beaucoup. Cette émission, on y tient. Elle fonctionne très bien. Et on va encore en profiter. Vous connaissez... ah oui, les audiences, bravo, la semaine au top, alors c'est là. Ouais, tout, voilà. Et Pascal, on se mouche pas du pied quand même. Non. On en a sous le pied. Hein. On en a sous le pied, En même temps, c'est mérité. Ouais. Non mais c'est vrai que tout nous réussit en ce moment. Bah oui, bien vu. Ça fait penser à une phrase d'Alphonse Allais, il disait « C'est pas pour me vanter, mais il fait beau ce matin. » Et c'est bizarre parce que, par exemple, ça ferait une bonne une de Libé, mais Ah oui, non. ça n'arrivera pas. Ils préfèrent d'autres sujets. C'est bien, oui, quand on est à 2 mm de la guerre mondiale, ils vont parler de la saleté du mouchoir qui est dans votre poche. C'est pas eux qui s'étaient réjouis éventuellement de la fin de notre émission? Oui. Avant qu'elle commence. Ah C'est oui. bizarre quand même, hein, comme prédisposition cérébrale. Non, ils avaient Non, mais dit c'est que ça n'allait utile. pas marcher. Vous savez Elle n'avait jamais que ça n'a pas marché. Non, mais une boussole qui indique le sud, c'est appréciable aussi. Il suffit de prendre l'inverse et on retrouve sa bonne direction. Et une boussole qui indique rien du tout? C'est une bonne définition Voilà. de ce journal. Allez, vous connaissez le principe de l'émission, évidemment. Nous allons débattre de 3 sujets comme tous les jours. À l'issue de chaque sujet, nous votons. Si nous sommes d'accord avec... Refaites-la moi celle-là. À l'issue de chaque sujet... C'est pas évident. Hein. je sais pas pourquoi ce soir... À l'issue de chaque sujet, ouais, c'est pas évident. Après chaque sujet, nous votons. Si nous sommes d'accord avec la question qui est posée, ça s'allume en... Voilà. Et si nous ne sommes pas d'accord, ça s'allume en... Voilà. Bravo, Eric. Bravo. Je me suis fait une petite frayeur quand même parce que, vous savez, Cathy qui nous donne les vêtements, qui fait les chemises, etc. En fait, j'ai vu Verdez et Guénolé qui sont en train de travailler. Ils ont des feuilles, des stylos et ils ont l'air de travailler d'arrache-pied. J'ai peur qu'ils n'aient pas compris, parce qu'ils veulent toujours nos places, qu'il ne reste plus que 9 émissions. Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être les avertir que ce n'est pas la peine de bosser comme des chiens. Il n'arrivera rien que vous serez là jusqu'à Je crois la que fin. Guénolé travaille sur son orthographe, donc ça, c'est toujours utile. Ah oui, il y avait sa dictée de 17h30 que je suis bête. Ouh, vous
retrouverez dans TPMP, évidemment, tout à l'heure. Allez, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voici le programme de l'émission. Un lever de drapeau, ah oui, instauré dans les centres de loisirs, avec chant de la Marseillaise à l'appui. C'est le maire de Saint-Raphaël qui a décidé ça, et on va vous expliquer pourquoi. Faut-il généraliser la mesure? Ce sera le premier débat de l'émission. Deuxième débat, la liberté d'expression est-elle en danger en France et plus largement dans l'Union européenne? Non. C'est le vice-président américain Non, mais non. qui a parlé. Non. Nous allons y revenir. Mais non. C'est pas la peine d'en débattre. Il y a mon bracelet électronique qui me gratte. N'importe Ah quoi. oui, mais non, mais j'ai dit du mal des tomates farcies la semaine dernière et je suis maintenant sujet au bracelet électronique. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, J'ai stigmatisé les tomates farcies, j'ai fait la même chose avec les poireaux il y a 15 jours, ça m'a coûté très très cher. Je vais arrêter de dire du mal des chaînes de vélo aussi Oui. et des dorifores. Bon. Une prime de 200 € pour se marier. Est-ce que l'idée vous choque? Alors, c'est pas en France, hein. C'est en Chine qu'ils ont mis ce principe en place parce que les gens ne se marient plus, ils ne font plus d'enfants. Donc, ils ont trouvé un moyen, 200 €. Ce serait en France, il y a des gens se marieraient et divorceraient toutes les semaines pour se faire un peu de thunes. Bon, allez, on va commencer avec le premier sujet. Probablement. Je ne sais pas si vous avez vu effectivement cette initiative du maire de Saint-Raphaël dans les centres de loisirs. Les centres de loisirs, il a décidé que pendant les vacances scolaires, le matin, il y aurait une petite cérémonie, levée de drapeau français et chant de la Marseillaise. Alors évidemment, ça a beaucoup fait réagir. Il voudrait même étendre le dispositif aux écoles primaires. Regardez le sujet et puis justement, on va en discuter juste après. Près de 200 enfants se sont rassemblés ce matin dans la cour du centre de loisirs de l'Estérel à Saint-Raphaël pour participer à ce nouveau rituel. Deux d'entre eux ont levé le drapeau devant leurs camarades bien disposés en rang et au garde à vous. Cette cérémonie, c'est le maire de Saint-Raphaël qui l'a imposée. Il était d'ailleurs présent ce matin et a rappelé l'importance pour lui de ces cérémonies dans l'apprentissage de la vie chez les enfants. Le patriotisme, ça s'apprend. Aimer son pays aussi, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui est inné. Cette cérémonie va être étendue en plus d'avoir lieu tous les matins en période de vacances. Elle sera mise en place tous les mercredis hors vacances scolaires dans les centres aérés de Saint-Raphaël. Voilà, et le maire va aller plus loin, il veut que cette mesure soit aussi mise en place à l'école primaire. Donc nous votons. Le maire de Saint-Raphaël qui a décidé de mettre en place un lever de drapeau dans les centres de loisirs. Est-ce qu'il faut généraliser la mesure? Alors Eric. Oui, j'ai dit oui pour deux raisons. D'abord parce qu'ici à Peya, nous sommes des précurseurs. Chaque jour, nous affichons les couleurs sur cette table, bleu, blanc, rouge, et nous les saluons. Ensuite, parce qu'il ne faut pas confondre le patriotisme et le nationalisme. Nationalisme, c'est un mot négatif. On pense que son pays est supérieur à tous les autres et que ça lui donne certains droits. Et en général, ce sont des droits très fâcheux. Le patriotisme, c'est être fier de son pays. Moi, je suis fier de la France. Je suis fier de sa géographie, je suis fier de son histoire. Je suis d'autant plus fier de sa culture que c'est une grande culture ouverte sur les autres cultures. Il n'y a pas de pays plus accueillant aux littératures étrangères, au cinéma étranger, aux cuisines étrangères, etc. Donc c'est un pays qui n'est pas nationaliste, mais qui est patriote. Ensuite, je crois qu'il faut passer, puisque nous n'en sommes pas encore sortis, d'une séquence où beaucoup prêchent la haine de la France à un peu d'amour de la France. C'est un pays qui mérite notre amour. On entend beaucoup de discours négatifs portés par des Français, qu'ils soient d'origine lointaine ou d'origine proche. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que ce lever de couleur est une bonne idée. Je suis pour sa généralisation. Je ne pense pas que ça suffise. Ça ne suffira pas à apprendre la France aux Français, à leur faire aimer. Mais je trouve que c'est un bon élément dans un dispositif plus large qu'il faut encore définir. Alors, Yann. Alors, on parle de la France souvent comme entité étatique. On parle de la France comme territoire. On parle souvent de la France comme nation. Avec le droit du sol, on parle de la France comme un sol. Il y a une seule occurrence qui n'est jamais rappelée avec la France, c'est la France comme patrie. La France est également une patrie. Et cette patrie a des couleurs qui sont représentées par un drapeau. Et je crois qu'on oublie la notion de patrie, ne serait-ce que parce que le service militaire a été aboli, d'une part, et qu'on vit dans l'illusion que la guerre s'est terminée, qu'on n'aura plus jamais la guerre en France. Puisque maintenant, on vit dans une sorte de quiproquo. On ne sait plus qui a les prérogatives en matière de sécurité. Ce n'est pas encore l'Europe, mais on a l'impression que ce n'est plus du tout la France, donc il y a un problème. Et je trouve que ce lever des couleurs, que j'ai bien connu quand je faisais mon service militaire, c'est très bien de le faire chez les enfants, parce que ça leur met dans les veines, une bonne fois pour toutes, quelque chose qui est mort lui aussi, qui est l'amour de la patrie. Parce qu'on peut aimer la France, mais on n'aime plus la France en termes de patrie. On n'a plus l'amour de la patrie.
c'est un discours qui fait réactionnaire, eh bien, c'est pas très grave. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle depuis que je suis tout petit. J'aimerais aussi, par exemple, que les petits, que les enfants sachent qui était le général de Gaulle, parce qu'on a beau dire, mais on n'a pas connu, depuis sa mort en 1970, un homme aussi important aux manettes de la France. Alors écoutez ce que dit le maire et il explique pourquoi il a mis cette cérémonie en place. Selon lui, le patriotisme, ça s'apprend. Ça ne doit pas se transmettre trop tard. On parle souvent des collèges et des lycées et je revendique que dès le plus jeune âge, il s'agit d'enfants entre 6 et 10 ans, il y a lieu sur des valeurs simples quand même de base. Il ne s'agit pas d'embrigadement, il s'agit tout simplement de dire que pour qu'il puisse y avoir une communauté, pour qu'il puisse y avoir de l'intégration, il faut quand même définir autour de quoi. Et le minimum, me semble-t-il, c'est d'être autour du drapeau et de l'hymne national. Et puis on voit que les enfants sont contents, les enfants sont fiers. Alors justement, les enfants, on va les écouter peut-être, les enfants, on leur a posé la question, qu'en pensent-ils? Lever le drapeau, je l'ai accroché, je l'ai monté, j'ai été un peu stressée. J'aime bien chanter parce que c'est l'hymne national de notre pays. C'est une vraiment bonne expérience, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé voir le drapeau se lever dans le vent. Ouais, c'est un jeu pour les enfants. Vous savez, Pascal, je ne sais pas ce qu'en pense Eric, mais quand on voyage, on s'aperçoit que dans tous les pays, pas simplement les pays asiatiques, parce qu'en Asie, ils aiment bien le drapeau, mais oui, mais il y a beaucoup de pays, ne serait-ce qu'en Italie, par exemple. Quand vous promenez dans la rue, il y a des drapeaux partout, parfois chez les gens, dans des endroits où ça n'a rien à faire, sur une plage, dans un restaurant. Et en France, il y en a très, 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 très peu. Oui, effectivement. Il faut savoir d'où on vient. Drapeau bleu, blanc, rouge, ça a une histoire, ça se confond avec l'histoire de France, savoir qu'on appartient à un pays, à un territoire, voilà. On n'est pas de nulle part. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Il y a une forme d'enracinement. Il ne faut pas que patriotisme devienne un gros mot. Or, on le présente souvent sous cet angle. C'est-à-dire quelque chose de pas bien, qui serait du côté de l'extrême droite, même du fascisme. Non. Pour le coup, on a le droit de pavoiser. On a le droit de pavoiser, effectivement, les couleurs aux couleurs de notre pays. Regardez la conseillère municipale d'opposition qui désapprouve évidemment la mesure. Écoutez, et c'est reparti pour un tour. On ne doute pas du tout de l'importance aujourd'hui de faire nation en France, mais mettre les enfants au garde à vous, mettre des drapeaux partout dans la ville, être obsédé par cela, c'est pas du tout comme ça qu'on réussira à construire ce sentiment de faire nation justement. C'est inquiétant. Alors Yann, cette terrible le maire qui lui a répondu. Cette terrible dame, cette gorgone, membre de l'opposition. cette duègne. Oui. C'est marrant parce qu'elle a une association qui s'appelle Ma ville, ma planète. Oui. Il y a juste un truc entre la géographie d'une ville et d'une planète, il y a le pays. Donc il y a tout dans sa association, sauf la France. Tout ce qui est petit, sa ville, tout ce qui est grand, sa planète, mais il manque la France. Oui. Ça veut tout dire. Bon, regarde. Surtout, elle dit c'est inquiétant, c'est pas la peine d'expliquer. Elle dit c'est inquiétant. Oui. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que regarder le drapeau français tous les matins serait inquiétant? Est-ce qu'elle a fait des études? Est-ce que vraiment ça transforme les gens ils ont envie d'envahir la Pologne, ils ont envie d'envahir la Belgique quand ils voient un drapeau français? Non, mais c'est des... C'est pas au garde à vous d'ailleurs les enfants. Non, mais c'est un discours pavlovien. Oui. C'est-à-dire elle sait qu'il faut dire non. Elle ne sait pas pourquoi, mais il faut dire non. C'est marrant quand même que le patriotisme, qui est quand même une invention de la gauche, faut pas oublier ça. La Révolution française, c'est la gauche qui l'a rendu possible. Est devenu maintenant un symbole non seulement de droite, mais d'extrême droite. Qui dit drapeau aujourd'hui dit néonazisme. Il y a une confusion des esprits par des gens extrêmement limités culturellement et intellectuellement qui, comme l'a dit Eric, se disent ça doit être mieux de dire ça que l'inverse. Écoutez Gabrielle Cluzel, on en a parlé aussi hier sur Europe 1. Écoutez ce qu'elle disait, elle dit la même chose que vous. Retentir la Marseillaise ou apprendre la Marseillaise, c'est une idée de droite, mais théoriquement c'est pas une idée de droite à la base, c'est une idée française. Et je pense qu'il fut un temps où la gauche l'aurait revendiqué, également. Et le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, sortir son drapeau français ou l'arborer ou demander aux enfants de le respecter, leur apprendre à chanter la Marseillaise, c'est devenu pour ainsi dire fasciste. Voilà, il faut voir aujourd'hui la perception politique que cela donne, alors qu'en réalité, les drapeaux, le drapeau français, il appartient pas à la droite, c'est les couleurs nationales, c'est quand même assez incroyable.
Je voudrais rappeler à la dame de ma planète, ma ville, ma bicyclette, mon évier et le cosmos. Mon évier et le cosmos, la galaxie et mon vide ordure. La chose suivante, c'est qu'il y a des gens de 20 ans, de 18 ans, de 17 ans qui se sont levés au petit matin entre 1940 et 1944 pour que ces couleurs-là puissent signifier quelque chose à l'heure où je vous parle. C'est des gens qui ont été passés au peloton d'exécution au Mont-Valérien, des gens de 18 ans qui étaient à peine sortis de l'adolescence, qui sont passés sous les balles des Allemands en chantant la Marseillaise. Et pour que nous puissions la chanter aujourd'hui. Alors au bout d'un moment, on a le droit de dire « ça suffit ». Non, et puis, vous savez, quand je parle de... Bravo. 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 Quand je parle de réflexe pavlovien, vous savez d'où ça vient, donc une expérience, on fait sonner une cloche et on donne la nourriture à un chien. Ensuite, vous faites sonner la cloche, vous ne donnez pas de nourriture au chien, mais il continue à saliver. Ben là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire vous montrez un drapeau français, ça fait saliver, c'est-à-dire cracher de la bave aux gens sans aucune explication. Un drapeau français, c'est mal. Parler du pays, c'est mal. Parler patriotisme, c'est mal. Écoutez, ces gens-là ne pensent pas, ils bavent. Écoutez, le maire a répondu justement à la conseillère d'opposition. Enfants au garde à vous. Il a reproché une démarche trop militaire. Est-ce que je me trompe ? Oui, bien sûr, ça a été la première réflexion, et notamment des élus écologistes dans mon conseil municipal. C'est toujours ceux qui dénigrent notre histoire, qui veulent qu'on ait honte des grands hommes, qui participent d'ailleurs à très peu de commémorations et qui n'aiment pas le 14 juillet. Donc moi, ma réflexion, c'était de me demander qu'est-ce que je peux faire en responsabilité par rapport à cette situation qu'on voit dans notre pays. Un maire n'est pas simplement un fournisseur de services. Les maires sont respectés en France. On a également des moyens et donc nous devons aussi participer à la transmission des valeurs. Participer à la transmission des valeurs. On ne s'en sortira jamais. Bon, Éric, ne baissez pas les bras. Non, mais avec des oppositions pareilles, c'est-à-dire aussi bornées, refusant de voir... C'est dogmatique, encore une fois, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est dogmatique, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est conseillère d'opposition, elle doit se dire dans sa tête, je suis dans l'opposition, il faut que je m'oppose à tout. Quoi. Je m'oppose. Il n'y a plus aucune pensée. Je m'oppose. Ouais, elle s'oppose. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je m'oppose. À quoi ? Je sais pas, je m'oppose. Et vous pensiez que ça pourrait effectivement faire des émules ? Est-ce que le maire pourrait faire des émules ? Ça serait extraordinaire. On a besoin, en fait, nous n'avons besoin en France que de ça, en fait. Que de ça. Pas beaucoup de choses en plus. C'est la seule chose qui nous manque. C'est l'amour du pays dans lequel on est, puisque les gens pensent que c'est un réceptacle dans lequel ils n'ont que des droits et jamais de devoirs. Et comme le disait mon adjudant Thévenot, que je salue, il disait « Moix, vous n'êtes pas là ici pour vous servir, mais pour servir ». On a envie de généraliser ça à tout le territoire. Et moi, je pense aux enfants, cette union autour de la nation tout petit, c'est-à-dire, voilà, on est tous, si on a des origines différentes, il y a une chose qu'on a en commun, c'est le drapeau français. Juste ça, en fait, juste ça. Et les enfants l'apprennent dès tout petit. Je pense que ça permettrait peut-être, dans le futur, de ne pas avoir une société aussi clivée que nous l'avons aujourd'hui. Je le pense sincèrement. Cette dame, on pourrait l'enlever du pays, la mettre dans un autre pays au hasard. Je peux vous dire qu'au bout de quelques semaines, dans un certain nombre de pays qu'on connaît, au bout de quelques semaines, elle donnerait des millions pour chanter la Marseillaise devant le drapeau national. Oui. Oui. Donc voilà, écoutez, cette idée, en tout cas, elle a fait beaucoup réagir. Et vous, chez vous, qu'en pensez-vous ? Regardez, nous vous avons donné votre avis. Vous savez que vous pouvez voter en direct. Hashtag PEIA. Un lever de drapeau, vous voyez, un lever de drapeau a été instauré dans les centres de loisirs de Saint-Raphaël. Faut-il généraliser la mesure ? C'est un oui massif, puisqu'on est à 86% quasiment. Et puis que les écolos s'occupent d'écologie, feront peut-être des meilleurs scores aux élections. Oui, exactement. Allez, dans un instant, on va parler de la liberté d'expression. On a pris une espèce de volet de bois vert, nous, l'Union européenne, et la France aussi, par le vice-président américain J.D. Vance, qui a estimé que la liberté d'expression était en recul et que les valeurs de l'Union européenne, de l'Europe, de la France s'éloignaient de celles des États-Unis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On va en parler dans un instant, puis on parlera aussi des Chinois qui mettent en place un petit ticket, un petit bon cadeau pour se marier. 200 €. Est-ce que nous, on le ferait en France ? Toujours ça. Est-ce que ça vous inspire ? Non, parce qu'on ne se marie plus en Chine. C'est pas que les Chinois étaient passés à l'euro. Ah, oui, c'était en yuan, c'est 1500 yuan. C'est 1500 yuan si vous voulez, et 200 €. Ouais, j'ai immédiatement converti. Enfin, moi, ça m'intéresse pas avec le prix du voyage. Ah oui. C'est pas rentable. Là, tout de suite sur C8 en direct. Si vous nous rejoignez, 18h21, on est en direct, on est sur C8, on est toujours avec Yann, avec Eric, avec le public, avec vous, bien sûr. Avec
avec Lionel, avec Sacha, avec Cécile, avec la régie. Tout le monde est là. C'est lundi, on en profite. Non, il m'a raconté un truc très drôle. Oui, je sais. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les téléspectateurs. Non, c'est vrai. Non, vraiment pas. Non, on rit. Non, Oui, exactement. Aucun intérêt. Alors donc, on va parler... Je ne pas non plus. Oui, si. Aucun intérêt pour le téléspectateur, on est d'accord. Vous ne voulez pas que Yann raconte ce que vous lui racontez pendant la pause. Réexpliquer tout le contexte, non, on va pas le faire. on va pas le a une faire. émission à faire. Non, on va pas le faire du tout. C'est quand même très drôle. Hein. Oui, c'est vrai. On va parler de cette prime de 200 € en Chine qui est octroyée aux jeunes mariés parce qu'on ne se marie plus, on ne fait plus d'enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parlera tout à l'heure, évidemment. Et Eric et Yann ont des avis très tranchés sur la question. On va commencer à parler de la liberté d'expression. Est-elle en danger en France? On va parler de la France. Mais non. On va parler de la France. Vous, Pascal. On va parler de la France, mais le monsieur que vous voyez qui est affiché à l'antenne, c'est J.D. Vance, qui est le vice-président américain. Il a tenu un discours dans lequel il a parlé... pas que de la France, mais de l'Union européenne, de l'Europe. Que dit-il? Eh bien, il dit que la liberté d'expression est en danger et que nos valeurs s'éloignent désormais, franchement, de celles des États-Unis. Pour moi, la principale menace vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un acteur d'une nature externe. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure. La retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, de valeurs communes avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Voilà, et la retraite de l'Europe vis-à-vis de certaines valeurs fondamentales, je lis ces propos, de valeurs communes avec les États-Unis. La liberté d'expression est-elle en danger en France? Nous avons réfléchi, nous avons voté et... Eric. Oui, non, mais attention à ce que tu vas dire. Non, mais elle est en danger, mais c'est compliqué de partir du discours de M. Vance, que j'ai lu en entier, qui contient des choses intéressantes, mais aussi des choses très contestables. Donc, d'abord, la liberté d'expression aux États-Unis et en France, à la base, ce n'est pas la même chose. Elle est extrême aux États-Unis. Moi, je ne suis pas envieux qu'on puisse, par exemple, se balader en uniforme nazi pour chanter son amour du Troisième Reich. Vous pouvez le faire. Ça, c'est sûr. Vous pouvez le faire aux États-Unis. Je ne suis pas envieux de ça. Donc, je suis pour certaines restrictions. Ensuite, je pense qu'on a le droit de restreindre un peu la liberté d'expression quand elle est la conséquence de tentatives d'ingérence russe ou chinoise ou autre. Ça arrive tout de même. Nous avons le droit de nous défendre. Bon. Donc je ne partirai pas du cas de J.D. Vance. Je partirai de cas très précis. Est-ce que la liberté d'expression est en danger en France? Si l'interdiction de C8 est confirmée... On parlait bien. Non, mais là, c'est un attentat contre la liberté d'expression. Et d'énergie 12 fois. C'est d'énergie 12. C'est la première fois en Europe occidentale que des chaînes de télévision seraient interdites. Donc là, je pense, voilà. Mais je voudrais aussi citer des cas plus personnels et plus précis. Un jour, il y a un étudiant qui vient me voir, qui me dit qu'il fait un mémoire sur la liberté d'expression, précisément. Et il me dit qu'il a cité mon nom et celui d'Alain Finkielkraut. Il est convoqué par son directeur de maîtrise, qui lui dit « Je vous apprends, si vous ne le savez pas, qu'il y a des noms qu'il est interdit de citer dans un mémoire universitaire. » Finkielkraut et Nolot, ce ne sont pas les seuls noms, mais ils font partie de ces noms qu'on n'a pas le droit de citer. Mais au nom de quoi? Il l'a expliqué. Au nom il de l'a quoi? pas dit. Il lui a dit c'est interdit. Mais comme ça, sans autre forme de procès. Voilà. Une autre source universitaire m'a dit que cette liste existait, que le mystère était qu'on ne savait pas comment on l'intégrait, ni a fortiori comment on en sortait. Je continue des exemples un peu personnels. Par exemple, Yann vient de sortir un livre. Il est à peu près impossible pour lui d'être invité sur le service public, à l'exception de Léa Salamé, dont je voudrais saluer la liberté d'esprit et la force d'âme. Mon ami Michel Onfray a publié 160 livres. Ça fait 7 ou 8 ans qu'il n'a pas été invité une fois sur le service public. Donc, si vous voulez, il n'y a pas une doctrine contre la liberté d'expression, mais dans les faits, en effet, la liberté d'expression est menacée par le fait qu'il existe des listes noires, des gens qui ont le droit de parler, notamment sur le service public, et des gens qui n'ont pas le droit de parler. Cela n'est inscrit nulle part, mais dans les faits, cela marche. Donc la réponse est oui, mais je ne partirai pas de l'exemple de J.D. Vance, et d'autant moins que le patron de M. Vance s'appelle M. Trump, et que M. Trump a essayé d'organiser un coup d'État contre l'expression populaire qui avait élu M. Biden. Donc il est assez mal placé pour nous donner des leçons. Donc restons franco-français. Les propos de M. Vance... Alors écoutez, justement, avant de vous entendre, cher Yann, si vous le permettez, écoutez ce que dit Donald Trump, justement, qui a abondé dans le sens de son vice-président. Tu m'étonnes. Peut-on encore tout dire en Europe? À cette question, Donald Trump emboîte le pas à son vice-président et critique à son tour les démocraties du vieux continent.
J'ai entendu son discours et il a parlé de la liberté d'expression. Et je pense que c'est vrai en Europe. Ils sont en train de perdre leur merveilleux droit à la liberté d'expression. C'est ce que je constate. Alors Yann. Mine de rien, ce vieux crabe et Vance ils sont quand même très forts. Ils ont senti qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Évidemment, ce sont des montagnes de défauts, ces deux personnes. Mais ils sont intuitifs. Ils ont bien vu qu'il y avait un vice en ce moment qui était en train de gangréner notre pays, en particulier, qui est le problème de la liberté d'expression. Et on le voit. Je vais me mettre un peu en marge par rapport au propos d'Éric pour ne pas faire doublon, mais on s'en aperçoit dans l'attitude de ceux, non pas de ceux qui essayent de dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais dans l'attitude de ceux qui tentent de calmer la bête pour essayer de passer entre les gouttes. L'attitude, ce que j'appelle des collabos en fait, l'attitude de ceux qui, par exemple, lors d'une remise de prix ou au César, se lèvent tout applaudissement pour essayer de passer en dehors des radars, pour essayer d'éviter d'être désigné du doigt, etc. Donc on voit très bien que la chasse aux sorcières a commencé, mais avec une différence par rapport aux dictatures. Dans les dictatures, il y a un dictateur qui édicte des règles et des lois iniques et arbitraires. Là, les lois sont iniques et arbitraires, mais un, elles ne sont écrites nulle part, elles sont invisibles, et deux, le dictateur est quelque chose d'informe, qui est une sorte de masse, de foule, de on, dont on dit que c'est la doxa, mais à chaque fois qu'on essaye de voir de près qui est ce on, il s'évanouit exactement comme s'évanouit un arc-en-ciel quand vous essayez de le toucher. Et donc, c'est mis en place une sorte de doxa qui n'est incarnée en fait que par une seule chose, ceux qui ont le pouvoir, et en ce moment ceux qui ont le pouvoir, c'est effectivement le service public, et le service public, momentanément en tout cas, mais depuis déjà longtemps, est dans les mains non pas de la gauche, mais de la gauche la plus extrême. Oui, alors c'est ça, et c'est ce qui justifierait effectivement ce retrait de la liberté d'expression. Alors évidemment, on en arrive à C8, notre cas à tous. Il y a quand même certaines personnes qui sont vent debout contre la fin de C8. J'ai plusieurs exemples, notamment Pierre Lelouch, qui est ancien ministre, vous le connaissez, qui est avocat, et qui a parlé justement de la liberté d'expression en France. Je le recevais hier soir sur le plateau d'Europe 1. Il n'était pas venu expressément pour ça, mais plutôt pour parler de la situation de la France et d'Emmanuel Macron, qui convoquait ce sommet d'urgence à l'Élysée pour qu'on puisse se positionner par rapport aux États-Unis dans l'affaire de la guerre en Ukraine. Écoutez ce que disait Pierre Lelouch à propos de la fin de C8. Mon bouquin sur l'Ukraine, qui déplaît parce que je disais la vérité, a été interdit sur France Inter, sur France Info, sur toutes les autres chaînes publiques. Mais c'est ça, ce pays, on n'a même plus le droit de débattre, on ignore. Oui. Donc si vous êtes ignoré parce que vous appartenez à l'extrême droite, donc on vous met dans une catégorie. Oui, c'est ce que on n'appartient pas à l'extrême droite. Mais bien sûr que non. Mais ce que disait le vice-président américain, c'est écoutez votre peuple. Ne mettez pas dans des catégories, faites pas des cordons sanitaires. Écoutez ce qu'ils ont à dire et respectez ce qu'ils ont à dire. Bon, voilà. Et, il a parlé de C8, effectivement, et de la disparition dans une autre partie de l'émission, et précisément de la disparition de la chaîne. Ce que dit Lelouch, c'est que pour certains, et le service public malheureusement en fait partie, on ne peut débattre qu'entre gens de la même opinion. Oui. Ce qui est quand même une contradiction du débat dans les termes. Par parenthèse, et je sais qu'Éric le fait parfois, lorsque vous allez sur le site de l'INA, vous regardez des émissions des années 60, 70, 80, 90. En fait, on a vécu des années extraordinaires, rétroactivement, quand on voit ça. Mais extraordinaires, où des gens qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres étaient capables de tenir des propos sans être condamnés à la mort sociale le lendemain matin. Le lendemain matin, on en parlait à la machine à café. Mais il s'était passé quelque chose. Et l'événement, c'était quoi? L'événement, c'était quelqu'un qui avait pu choquer, avait pu exprimer sa pensée jusqu'au bout, avec en face de lui un interlocuteur tout aussi intelligent qui pouvait le envoyer dans ses cordes. Mais là, la grande nouveauté, c'est que le même concept peut être banni ou accepté selon celui qui l'utilise. Par exemple, le grand remplacement. Si c'était Renaud Camus ou Zemmour, c'était des fascistes. Tout d'un coup, M. Mélenchon dit oui, il y a un grand remplacement, personne ne hurle. L'expression a été décontaminée. Oui, décontaminée, il a le droit de l'utiliser parce qu'il fait partie de l'extrême gauche et pas de la droite. Il y a quelque chose qui d'ailleurs, on le voit bien, maintenant que l'antisémitisme est aux mains de l'extrême gauche, et des gens comme LFI par exemple, on voit très bien que depuis, on peut quasiment considérer dans certains endroits de France que l'antisémitisme se porte comme on porte un veston. Il a pignon sur rue parce qu'il y a une partie de la classe politique qui le rend
finalement, digeste. C'est grave. Ouais, c'est extrêmement grave, extrêmement grave. Évidemment, je voudrais aussi qu'on en vienne à ces personnes qui se mobilisent pour la chaîne et puis celles qui sont contentes qu'elle soit fermée, cette chaîne. Il y en a qui se réjouissent à la télévision de la fin de C8. Moi, j'aimerais bien qu'ils pensent cela, encore une fois, à tous ceux derrière qui, dans 1 semaine, 2 semaines, vont se demander comment ils payent le loyer à la fin du mois. Moi, je voudrais qu'ils y pensent, parce que ça fait plusieurs centaines de personnes. Et je trouve que c'est inadmissible de se réjouir de la fin d'une chaîne. Voilà, inadmissible. Je comprends pour les équipes de la chaîne. En même temps, je ne vais pas m'apitoyer sur le sort d'un type qui m'a insulté pendant des années dans son émission. Vous parlez de Cyril Hanouna ? Oui. Non, vous voulez pas ? Non, pardon, je précisais quand vous disiez... Non, sur le groupe, c'est dramatique pour les gens qui bossent sur C8, qui vont payer les conneries d'un animateur, mais voilà, c'est malheureux pour eux. Et pourquoi vous dites conneries ? Les conneries d'un animateur, parce que avec tout l'argent qu'il a coûté à son groupe et puis tous les gens qui s'est mis à dos pendant des années, c'est pas très étonnant qu'on paye. Vous savez, tout se paye un jour. Tout. Tout se paye un jour, attendez, et il a continué sa charge contre Cyril. Vous ne pouvez pas insulter des gens pendant des années et des années sans que ça vous revienne dans la gueule. Donc voilà, c'est... Vous parlez des insultes qui... Des insultes pas qui me concernent que moi, mais il a passé son temps à insulter tout le monde, tout le temps. Pourquoi vous dites ça ? Il a insulté qui ? Il a insulté qui ? Je sais pas, Karine Le Marchand en a parlé récemment, il a passé son temps à insulter les gens, il a passé son temps à être en guerre contre Arthur, contre ceci, contre cela. Il y a un moment... Vous savez, il y a un dramaturge américain qui a dit « Souris aux gens que tu croises en montant, tu recroiseras les mêmes en descendant ». C'est quelque chose qu'il faut s'appliquer quand on fait de la télé, parce qu'un jour ou l'autre, vous le payez. Voilà. Alors, je sais pas ce qui est le plus consternant dans cette tirade. D'abord qu'un homme de télévision, parce qu'il est quand même plus homme de télévision que médecin, se réjouisse de la fermeture d'une chaîne de télévision. Déjà, je trouve ça assez navrant. Ensuite, c'est quand même un cas personnel, parce qu'il commence par lui. Donc en fait, il m'a insulté, donc la conséquence logique, c'est 400 personnes sur le carreau parce qu'on a osé s'en prendre à ma personne. Puis ensuite, le conseil qu'il donne, souris aux gens que tu croises, ça veut dire quoi ? Il faut faire preuve d'hypocrisie dans ce milieu, il ne faut pas dire ce qu'on pense parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un retour de bâton. C'est une conception de la télévision et de la vie qui est très très étrange. Et puis moi, je mets d'abord, avant tout, en avant le sort de ces 400 personnes dont il a vraiment l'air de se foutre. Oui, c'est ça, c'est malheureux. Dommage. Ça fait 30 ans que je fais de la télévision. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi humain que le patron qu'on a, qui est Cyril Hanouna. J'ai rarement vu quelqu'un faire autant de place au cas individuel dans ses équipes, dont il connaît les prénoms et les noms de chacun. Chacun peut aller voir Cyril quand il y a un problème. Ici, dans son émission ou dans d'autres émissions qu'il a produites, tout le monde est invité. Gauche, droite, extrême droite. C'est quelqu'un qui aime la provocation parce qu'il s'est aperçu que dans le pays, ce qui manquait, effectivement, étant donné que le relief est absent, c'était un peu de secousse intellectuelle de temps en temps. Cyril a aussi parfois développé des thèmes extrêmement graves avec beaucoup de brio. On a découvert un Cyril capable d'inviter des hommes politiques et de leur tenir tête pendant 2 ou 3 heures, ce qu'aucun intervieweur politique n'arrive à faire sur la longue durée, parce qu'en général c'est 10 minutes. Cyril fait de la place... Malheureusement pas assez parce qu'il faudrait consacrer beaucoup plus d'émissions, mais aussi à des minorités qui ne sont pas simplement l'apanage de l'extrême gauche et du wokisme. Il n'y a pas beaucoup d'émissions, il y a des handicapés dans l'émission de Cyril, dans le public, il y a souvent des handicapés qui sont invités, des gens anonymes à qui Cyril donne la parole. En fait, ce qu'on reproche à Cyril Hanouna, c'est d'une certaine manière d'être populaire, d'être proche du peuple. Et je peux dire, parce que je ne le connaissais pas moi il y a quelques années, que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et d'extrêmement humain. Il fait son métier et il le fait de manière si débordante et si fougueuse qu'évidemment les ratés ne vont pas le rater. Voilà, donc... Je te dis... Voilà. Et puis je sais pas, tout se paye un jour, c'est vraiment un vocabulaire un peu mafieux. Enfin, je trouve ça navrant. Ouais, c'est un peu navrant. Bon, un peu de décence. Il y a une chaîne qui va fermer, c'est toujours triste, quoi qu'on en pense. Des centaines de personnes sur le carreau. C'est inédit. Non, mais voilà, on se tait. Même il a le droit d'avoir des sentiments et même des mauvais sentiments. Seulement, il n'est pas obligé de les exprimer. Je trouve que ça manque de décence, ça manque de classe. Disons qu'à défaut de tenue, il aurait pu avoir un peu de retenue.
Oui, un peu de retenue. Voilà. Franchement, je pense que ça doit faire mal au cœur. Moi, je pense à tout ça. Ça va s'arrêter dans... Enfin, on attend la décision du Conseil d'État, évidemment, d'ici la fin de la semaine. Mais ça risque de s'arrêter dans 2 semaines. Vous vous rendez compte? Il reste 2 semaines. Je vous garantis que les gens se posent tous des questions. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Et même si Cyril repart, ça prendra peut-être un peu de temps. Et les équipes vont faire quoi en attendant? Donc voilà, moi je me réjouis jamais du malheur des autres. Notre ami Raymond, dans TPMP, a eu un discours très, très percutant, très touchant sur tous les salariés de la chaîne. Certains ont fait des emprunts, ont des prêts à rembourser, mais attendez, ont des un enfants. loyer. C'est des loyers. Loyer, manger, nourrir sa famille. C'est très, ça, en fait. très, très grave. Mais c'est extrêmement grave. On n'est pas une chaîne où on a fait n'importe quoi pour s'amuser, etc. Surtout qu'il y a eu des amendes qui ont été dûment payées en temps et en heure. C'est un délit de sale gueule idéologique, c'est unique dans l'histoire de l'Occident de l'après-guerre. Et c'est la double peine. C'est la double peine. Vous payez une amende et ça continue. Moi, honnêtement, je pense à tous ceux qui n'ont aucune autre ressource à partir de la semaine prochaine, dans 15 jours. Voilà. C'est effrayant. Bien penser à ça. C'est effrayant. Bien penser à ça pour tous ceux qui se réjouissent. C'est marrant, on ne les entend pas beaucoup, les syndicats, les hommes politiques se mobilisent. Ah non. Non, mais pour la casse sociale qu'il va y avoir. Pardon, vous avez vu, normalement, quand il y a une chaîne qui ferme, quand il y a une entreprise qui ferme, il y a des déplacements de ministres. Exactement, il y a 9 personnes dont on ne connaît ni le pédigré, ni le présent, ni l'avenir, ni rien, qui de manière arbitraire ont décidé de mettre à la rue 400 personnes. Et ces gens ont été choisis par François Hollande puis par Emmanuel Macron, sont censés être des gens de gauche. Il y a donc des gens de gauche qui ont décidé de mettre 400 personnes dans une situation économique radicale. Qu'ils assument leur choix, mais on n'ira pas ensuite faire pleurer quand on s'apercevra que des destins ont été brisés sous prétexte que Louis Boyard a été insulté par Cyril. Je serais Louis Boyard, j'aurais eu le courage de demander à ce que la chaîne continue, ne serait-ce que pour cette raison strictement sociale et économique. Ne serait-ce que pour ça. Il se serait grandi. Il se serait grandi, effectivement. Et vous, qu'en pensez-vous chez vous, évidemment? Oui, dites-moi, Eric. Non, mais c'est une dimension philosophique. Moi, je suis abonné à des tas de journaux dont je ne partage pas les opinions. Oui. Et simplement, je veux les soutenir parce que j'estime qu'il est important qu'il y ait une diversité. Je suis d'accord. J'écoute des stations de radio avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je pense que vive la diversité. Vive la diversité, le débat, bien entendu. Je me suis fait insulter par Libération ce week-end. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tous les matins depuis maintenant 1988, j'ai lu Libération. C'est ça l'intelligence, l'ouverture d'esprit et la culture. Oui, exactement. Ça vient même de me réabonner à Libé, vous voyez. C'est vrai? C'était venu à échéance, voilà. Mince. Voilà. Mais il a raison. Vous n'avez pas loupé un numéro, j'espère. Ah mais non, pas du tout. Il a raison, c'est important de lire les... Je suis d'accord avec vous. C'est en lisant différents magazines et journaux qu'on arrive à se faire à peu près son opinion à soi. Sinon, que font les gens? Eh bien, toute la journée, ils répètent comme des perroquets ce qu'ils ont lu dans le journal le matin. Afin de ne pas pouvoir répéter mécaniquement ce qu'on lit, il faut croiser les informations et les éditoriaux et les avis. Exactement, la diversité. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle même la vie. Ouais. Voilà. Regardez le sondage, évidemment, on vous a posé la question. On parlera du mariage chinois demain, parce que là, franchement, vous voyez, on était vraiment touchés. On est émus d'abord, on vit dans notre chair, donc on est émus par ce qui est en train de se passer. Nous, on a des visages sur les 400 personnes. Moi, on a des visages, on a des noms sur ces 400 personnes. Ils travaillent avec nous tous les jours. Donc évidemment, ça nous touche énormément. Et voilà, écoute, je suis très triste, effectivement, de l'absence de soutien. Oui, la liberté d'expression est en danger en France. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. À demain.